Dans le village de Nanka, niché au cœur de la savane, les gens vivaient simplement, suivant les cycles de la nature. Le soleil se levait chaque matin, baignant la terre d'une chaleur douce, et la brise légère murmurait à travers les baobabs majestueux. Ce village était réputé pour sa beauté naturelle et l'harmonie qui régnait parmi ses habitants. Pourtant, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait, car une tragédie allait perturber cet équilibre tranquille. Akona, une femme splendide, était la plus belle du village. Son sourire radieux, sa peau d'ébène luisante comme la nuit et ses yeux d'un noir profond faisaient tourner toutes les têtes. Elle était l'épouse d'Ahen, un homme courageux et respecté, connu pour sa bravoure et son cœur généreux. Ensemble, ils formaient un couple admiré par tous, et leur union semblait promise à un bonheur sans fin. Ahen et Akona vivaient un amour paisible, mais leur joie serait de courte durée. 1 an après leur mariage, Akona donna naissance à une fille. Leur famille attendait ce moment avec impatience, espérant que l'enfant serait en parfaite santé. Mais à peine le bébé fut-il né que l'atmosphère se chargea d'une tension inexplicable. La petite fille, nommée Kilu, naquit avec une tête étonnamment grosse. Le corps de l'enfant était faible et frêle, et son crâne disproportionné provoqua une stupeur immédiate parmi ceux qui étaient présents à la naissance. Les sages-femmes, pourtant expérimentées, furent silencieuses. Les parents étaient déconcertés. Akona, malgré la douleur de l'accouchement, regarda sa fille avec un amour infini. Mais son mari, Ahen, qui avait placé tous ses espoirs dans la naissance d'un fils robuste et en bonne santé, se sentit soudainement perdu et choqué. Sa réaction ne se fit pas attendre. Ahen, d'un coup, fit un pas en arrière, son visage se fermant dans une expression de dégoût. Il regarda la petite fille, secoua la tête, puis se tourna vers Akona avec un air d'indignation. Cet enfant. Elle n'est pas la mienne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que j'avais espéré. Elle est différente, s'écria-t-il, sa voix tremblant de colère et de déception. Akona, bouleversée, tendit instinctivement les bras vers sa fille, mais Ahen la repoussa violemment. Il tourna le dos à l'enfant, refusant de la regarder. Je ne peux pas accepter cela. Elle est un monstre, Akona. Un monstre. Les paroles d'Ahen frappèrent Akona comme un coup de poignard. Elle le regarda, le cœur brisé, ne comprenant pas comment l'homme qu'elle aimait pouvait être aussi cruel. Pourtant, dans son regard, il n'y avait pas que du dégoût, il y avait aussi la peur. La peur d'un avenir incertain, d'une enfant qui ne répondait pas aux attentes, d'un destin brisé. Les rumeurs commencèrent rapidement à circuler dans le village de Nanka. La naissance de Kilu fit l'effet d'une bombe. Les gens chuchotaient dans les ruelles, leurs yeux curieux et méfiants suivant la petite famille. Les villageois, qui autrefois adulaient Akona pour sa beauté et sa perfection, étaient maintenant perplexes. Beaucoup murmuraient que cette tête anormalement grosse portait en elle une malédiction, un mauvais présage. Certains disaient même que l'enfant était le fruit d'un mauvais sort jeté sur Akona. Malgré la honte et les rumeurs, Akona, fidèle à sa nature, refusa de rejeter sa fille. Elle l'avait portée pendant 9 mois et la protégerait coûte que coûte. Elle prit Kilu dans ses bras, caressa sa petite tête et murmura des mots d'amour, essayant d'ignorer les regards accusateurs des villageois. Dans sa tête, seule une pensée dominait, elle ne pouvait pas abandonner sa fille, même si le monde entier la rejetait. Ahen, en revanche, était implacable. Il laissa entendre qu'il ne reconnaîtrait pas Kilu comme sa fille. Il refusa de s'occuper d'elle, de la nourrir, de la protéger. Akona se retrouvait seule face à ce rejet brutal, mais elle ne céda pas. Chaque jour, elle soignait Kilu avec tendresse et dévouement, même si son cœur était brisé. Elle savait que l'enfant avait besoin d'amour, plus que jamais. Les années passèrent, et la petite Kilu grandit, mais elle n'échappa pas à la cruauté des villageois. Son apparence étrange ne faisait que nourrir les moqueries. Les enfants se moquaient d'elle, l'appelant « la fille du démon », l'enfant du mauvais sort. Même les adultes ne faisaient pas preuve de compassion. Le prince Uka, héritier du royaume voisin et un jeune homme arrogant, prenait un plaisir cruel à humilier la jeune Kilu chaque fois qu'il la croisait. Il se moquait de sa tête, l'appelait « bizarre » et la forçait à se soumettre à ses remarques humiliantes. Kilu, chaque fois, se sentait de plus en plus invisible et rejetée. Pourtant, Kilu, au lieu de céder à la tristesse, se réfugia dans la forêt dense qui entourait le village. Là,
Parmi les arbres anciens et les herbes sauvages, elle trouva un étrange réconfort. La forêt semblait comprendre ses douleurs, ses peines. C'était un lieu où personne ne la jugeait, où la nature l'acceptait telle qu'elle était. Elle s'aventura au cœur des bois, apprenant peu à peu à connaître les plantes médicinales et leurs propriétés. Elle découvrit que certaines racines et feuilles pouvaient guérir les maladies, calmer les douleurs, et même protéger des malédictions. Elle se passionna pour la phytothérapie et se transforma en guérisseuse. Sa maîtrise des remèdes naturels se perfectionna, et Kilu devint un espoir secret pour ceux qui cherchaient des solutions aux maux du corps et de l'esprit. Cependant, malgré ses talents, elle ne pouvait échapper aux étiquettes que les gens lui collaient. Pour eux, elle restait la fille étrange, l'enfant rejeté. Mais dans son cœur, elle savait que la forêt, et les secrets qu'elle renfermait, étaient plus puissants que tout jugement humain. Ainsi, la jeune Kilu grandit en silence, rejetée par son propre père, ridiculisée par les autres, mais avec une détermination tranquille. Elle savait que, peut-être un jour, sa différence serait sa force. Mais pour l'instant, elle vivait dans l'ombre, cherchant refuge dans les herbes et les racines, loin des regards cruels du monde. Le vent soufflait doucement à travers la forêt de Nanka, faisant bruisser les feuilles des grands fromagers. Kilu avançait prudemment parmi les hautes herbes, un panier en main, cherchant des racines médicinales pour préparer des remèdes. C'était son quotidien. Depuis son enfance, la forêt était devenue son refuge, le seul endroit où elle se sentait acceptée, loin des moqueries des villageois et du regard dédaigneux de son propre père. Ce jour-là, alors qu'elle s'approchait d'une clairière, un bruit inhabituel attira son attention. Un gémissement, faible, mais distinct, se mêlait au son naturel de la forêt. Intriguée et prudente, elle écarta les feuillages et découvrit un homme allongé contre un tronc d'arbre. Son torse était couvert de sang, et son visage portait une vilaine cicatrice qui semblait ancienne. Ses vêtements étaient déchirés, et ses yeux mi-clos exprimaient une souffrance extrême. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle doucement en s'agenouillant près de lui. L'homme tenta de parler, mais ses lèvres tremblaient trop. Kilu observa sa blessure, une profonde entaille sur le flanc, probablement faite par une lame. Il devait avoir été attaqué récemment. Sans hésiter, elle sortit des feuilles broyées de son panier et commença à les appliquer sur la plaie. « Ça va brûler un peu, mais ça arrêtera le saignement », expliqua-t-elle en pressant la mixture contre la blessure. L'homme serra les dents mais ne protesta pas. Après quelques minutes, il parvint enfin à murmurer. « Shiki ? Je m'appelle Shiki. » Kilu hocha la tête. Elle n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Était-il un voyageur? Un hors-la-loi? Peu importait. À cet instant, il était un homme blessé ayant besoin d'aide. Pendant plusieurs jours, Kilu prit soin de Shiki en secret, l'installant dans une cabane abandonnée en lisière de forêt. Elle lui apportait des remèdes et de la nourriture, lui racontant parfois ses propres malheurs. Shiki, de son côté, lui raconta son histoire. Il était un ancien guerrier banni de son village après avoir été trahi par un ami jaloux. Sa cicatrice était le souvenir de cette trahison. Peu à peu, une amitié sincère naquit entre eux. Pour la première fois, Kilu se sentait comprise. Shiki ne la jugeait pas pour son apparence. Il la voyait pour ce qu'elle était réellement, une femme forte et intelligente. Le rejet du village et l'arrivée de l'épidémie. Mais leur amitié ne resta pas secrète longtemps. Quand les villageois découvrirent que Kilu passait du temps avec un étranger au visage marqué, ils redoublèrent de méchanceté. Ils forment un couple de parias, riaient certains. Une fille à la tête énorme et un homme balafré, quelle horreur! Les rumeurs se propagèrent rapidement, et bientôt, Shiki fut vu comme une menace. Certains disaient qu'il était un bandit en fuite, d'autres qu'il avait jeté un mauvais sort à Kilu. Un jour, alors que la tension montait dans le village, une terrible nouvelle tomba, une épidémie inconnue se répandait rapidement. Plusieurs villageois tombèrent malades, et même les guérisseurs traditionnels ne pouvaient rien faire. Les symptômes étaient effrayants, forte fièvre, convulsions et, dans certains cas, la mort. Akona, la mère de Kilu, voyant le désespoir des villageois, encouragea sa fille à utiliser ses connaissances en phytothérapie pour les aider. « Ma fille, je sais que tu es destinée à de grandes choses. Tu ne peux pas abandonner ces gens, même s'ils t'ont fait souffrir, lui dit-elle. Kilu hésita un instant.
Elle aurait pu se réjouir de voir ceux qui l'avaient méprisée souffrir à leur tour. Mais son cœur n'était pas empli de haine. Elle savait qu'elle détenait peut-être la solution pour les sauver. Elle passa des jours et des nuits à préparer des remèdes, administrant des infusions de plantes aux malades et appliquant des cataplasmes sur les plus atteints. Grâce à ces soins, plusieurs villageois commencèrent à se rétablir. Lorsque le roi lui-même tomba malade, Kilu fut appelé au palais. Elle prépara une potion spéciale. Après plusieurs jours de traitement, le roi retrouva la santé. Reconnaissant, il déclara publiquement. Kilu, toi que nous avons méprisé, tu es notre sauveuse. Désormais, tu seras honorée dans ce village. Les villageois, honteux de leur comportement passé, commencèrent à voir Kilu sous un nouveau jour. Le piège du prince Uka. Mais une personne ne partageait pas cet enthousiasme, le prince Uka. Depuis son enfance, il n'avait jamais supporté Kilu. L'avoir honoré alors qu'il l'avait toujours rabaissé lui était insupportable. Il décida alors de se venger. Profitant de la méfiance persistante de certains villageois envers Shiki, il fit arrêter ce dernier sous de fausses accusations de trahison. Cet homme est un imposteur. Il complote contre le royaume, s'écria Uka devant le roi. Malgré les protestations de Kilu, Shiki fut jeté en prison. Il serait exécuté à l'aube. Désespéré, Kilu supplia le prince de libérer son ami. Uka, un sourire cruel sur les lèvres, lui fit une offre abominable. J'accepte de l'épargner, si tu deviens ma femme. Kilu sentit son cœur se serrer. Épouser l'homme qu'il avait humilié toute sa vie? L'idée était insupportable. Mais pouvait-elle laisser Shiki mourir par fierté? Elle accepta, la voix tremblante. Mais le soir même, elle surprit une conversation entre Uka et son conseiller. Une fois que j'aurai épousé cette maudite fille, je tuerai ce Shiki de toute façon, murmura Uka en riant. Kilu sentit la rage monter en elle. Elle devait agir. La ruse de Kilu. Dans la nuit, elle prépara une potion spéciale, un mélange de plantes qui pouvait simuler la mort pendant plusieurs heures. Elle glissa la mixture dans la nourriture de Shiki en lui murmurant. Fais-moi confiance. Demain, ils croiront que tu es mort, et je te sauverai. Au matin, Shiki fut sorti de sa cellule pour être exécuté. Mais à peine le bourreau leva-t-il son arme que Shiki s'effondra au sol, inerte. Il est mort, s'écrièrent les gardes. Le prince Uka, satisfait, ordonna qu'on jette son corps dans la forêt. Ce qu'il ignorait, c'est que Kilu l'attendait déjà dans les bois avec un antidote. Une fois Shiki réveillée, elle lui murmura. Nous devons fuir. Cette fois, nous ne sommes plus seulement des parias. Nous sommes des fugitifs. Et sous le couvert de la nuit, ils disparurent dans la forêt, laissant derrière eux un village qui n'avait jamais su les accepter. Le soleil commençait à décliner sur le village de Nanka, teignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre. L'air était lourd d'une tension palpable. Depuis l'annonce de son mariage forcé avec le prince Uka, Kilu ressentait un étau invisible se resserrer autour d'elle. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, non pas de joie, mais de peur et de dégoût. Elle savait que Uka ne l'épousait pas par amour. Ce n'était qu'un moyen pour lui d'asseoir son pouvoir et d'éliminer définitivement Shiki, son seul rival. Après la fausse exécution de Shiki, Kilu ne pouvait s'empêcher de trembler à l'idée qu'Uka découvre son stratagème. Ce soir-là, les préparatifs du mariage allaient bon train. Dans la grande cour du palais, les villageois se rassemblaient pour assister aux festivités. Kilu, vêtue d'une robe traditionnelle en pagne tissée d'or et de rouge, se tenait droite, le regard fixé sur l'horizon. Elle cherchait un moyen d'échapper à son destin. Soudain, un tumulte interrompit l'assemblée. Des cavaliers en armure, aux bannières ornées de l'emblème du lion d'or, pénétrèrent dans le village à toute allure. Un silence impressionnant s'installa tandis que les villageois, terrifiés, reculaient devant cette apparition majestueuse. Un homme descendit de son cheval. Il portait une longue tunique d'un bleu profond, brodée de fils dorés. Son port altier et son regard perçant trahissaient une autorité incontestable. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. C'est l'empereur suprême des 7 royaumes, s'exclama un vieillard. Tous s'inclinèrent immédiatement, y compris le roi de Nanka et son fils, le prince Uka. L'empereur s'avança lentement, balayant la foule du regard,
avant de s'arrêter brusquement devant Kilu. Son regard se durcit lorsqu'il aperçut le prince Ukka à ses côtés. « Je suis venu chercher celui que l'on croyait perdu depuis tant d'années, déclara-t-il d'une voix grave. Kilu sentit son souffle se couper. De qui parlait-il? L'empereur se tourna alors vers le roi de Nanka et prononça d'un ton glacial. « Où est l'homme que vous avez injustement condamné à mort ?» Un frisson parcourut l'assemblée. « De qui parlez-vous, votre majesté ?» demanda le roi d'une voix tremblante. « L'homme que vous avez appelé Shiki, » répondit l'empereur. « Celui que vous avez jugé sans preuve. » Kilu sentit un espoir naître en elle. Avait-il découvert la vérité? L'empereur claqua des doigts, et un groupe de soldats ouvrit un passage parmi la foule. Un homme en tunique sobre avança d'un pas déterminé. Lorsqu'il apparut sous la lumière des torchers, un cri d'effroi s'éleva. Shiki. Il était vivant. Le prince Ukka, blême, recula instinctivement. Shiki s'arrêta devant l'empereur et s'agenouilla respectueusement. « Père, » dit-il d'une voix ferme. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. L'empereur posa une main tremblante sur l'épaule de Shiki et l'aida à se relever. « Mon fils, » murmura-t-il avec émotion. Les villageois se regardèrent, interdits. Qu'était-il en train de se passer? Cet homme, continua l'empereur en désignant Shiki, est mon fils aîné et légitime héritier du trône impérial. Il a été victime d'une tentative d'assassinat orchestrée par des traîtres, et son corps fut abandonné en pleine nature. Nous le pensions mort. Mais le destin en a décidé autrement. Qui l'eût compris alors? L'amnésie de Shiki, ses cicatrices, tout prenait un sens. Il n'était pas un simple guerrier banni. Il était le prince héritier du plus grand empire du continent. Le roi de Nanka et son fils Ukka pâlirent davantage. Ils avaient condamné un prince royal sans même le savoir. L'empereur se tourna vers eux, son regard brûlant de colère. « Vous avez traité mon fils comme un criminel, sans preuve, sans procès. Vous avez voulu l'exécuter alors qu'il était innocent. »« Majesté, nous ne savions pas, » tenta de balbutier le roi. « L'ignorance n'est pas une excuse, » coupa l'empereur. Puis il fixa le prince Ukka d'un regard perçant. « Quant à toi, j'ai entendu parler de tes actes. Tu as abusé de ton pouvoir, humilié et persécuté cette jeune femme qui n'a fait que montrer de la bonté. » Ukka ne répondit pas, incapable de soutenir le regard impérial. L'empereur leva la main, et ses soldats s'approchèrent. « Je déclare que le roi de Nanka et son fils sont déchus de leur titre. Le peuple de ce village choisira un dirigeant plus juste. » Un cri de stupeur s'éleva. Jamais un roi n'avait été déchu aussi brutalement. Ukka, furieux, tenta de s'échapper, mais les soldats impériaux le saisirent. « Emmenez-le. Il sera jugé pour ses crimes. » Kilu sentit un immense soulagement l'envahir. La justice venait enfin d'être rendue. L'empereur se tourna ensuite vers elle. « Tu as sauvé mon fils, malgré tout ce que tu as subi. Tu as fait preuve d'un courage et d'une sagesse que bien des souverains devraient avoir. » Il se tourna vers Shiki. « Mon fils, qu'as-tu à dire ?» Shiki s'avança, posa son regard sur Kilu, et dit d'une voix forte. « Je l'aime. » Un murmure parcourut la foule. « C'est grâce à elle que je suis vivant. Grâce à elle que j'ai retrouvé ma véritable identité. » L'empereur hocha la tête et déclara. « Alors, qu'il en soit ainsi. » Sous les yeux ébahis du village entier, Shiki prit la main de Kilu. « Kilu, veux-tu devenir mon épouse ?» Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. « Oui. » Les villageois, qui autrefois la méprisaient, tombèrent à genoux. Que vive l'impératrice Kilu! Le village de Nanka ne serait plus jamais le même. Les anciens oppresseurs avaient été punis, la justice avait triomphé, et Kilu, la paria, devenait l'une des femmes les plus puissantes du continent. Ainsi, elle et Shiki partirent ensemble vers l'Empire, prêts à bâtir un avenir où la compassion et la justice primeraient sur la cruauté et l'injustice.